Nous sommes là pour un nouveau live sur un sujet fort intéressant, l'estime de soi. Je pense que on sera avec Erel et Laetitia qui sont tous deux des art thérapeutes pour aborder ce sujet. Bon, juste le temps de les inviter, un peu de patience et puis ça ira. Alors, attends, que je remette dans le bon sens. Bonjour! Salut! Ah, ok, ça va. C'est vrai que tu m'as fait peur parce que tu es apparu avec l'image qui n'était pas nette. Ouais, et c'est bon là? Tu me vois bien? Là, c'est bien, là, c'est bien. Super. On attend Laetitia et puis Ouais. elle a envoyé une demande. Mhm. Hop, ça devrait arriver. Ça va sinon? Oui, ça va bien, merci. Et toi? Ouais, tranquille, tranquille. À part le changement de climat un peu bizarre là, mais bon. C'est ça. Il neige, il pleut, et puis Ouais, je- et bon, il va falloir essayer d'occulter tout ça. Faut se mettre dans une bulle, ça tombe bien, une bulle. bonjour, bonjour l'hosto, il y a l'hosto là qui est là. C'est, il s'occupe de tout ce qui est santé de façon générale. En fait, c'est un peu l'équivalent de ce qu'on fait, mais sur la santé physique. Et ils le font, D'accord. non, c'est vraiment pas mal. Tu pourras jeter un coup d'œil. Ah oui, super, Euh, super. ok, Ah ben, oui, ouais. Laetitia, peut-être quelques points. Bonjour à ceux qui nous rejoignent là. Hop, je lui renvoie une invitation. Juste pour rappel, aujourd'hui, on va parler de l'estime de soi. Je pense que ça parlera à pas mal de monde, même sans. Ah. Ah bah Laetitia, elle fait comme moi, tu vois. J'ai bien cru que ça allait pas marcher encore, j'ai eu peur. Ok, ça va, ça va. Plus de peur que de mal, on va dire. C'est Oui, ça. bien, tout va bien. Nickel, nickel, nickel. Ben, on va faire un petit tour de présentation comme d'habitude et puis on lancera le sujet. Donc, Ok. voilà, sur l'estime de soi, je vais vous laisser vous présenter peut-être Erel en premier, après Laetitia et puis moi. Et puis, voilà. Ok. Donc, Ouais. Hélène Poulier, art thérapeute, sophrologue. Donc moi, j'ai la double casquette. J'interviens depuis 2019, hein, fin 2019-2020, avec des petites pauses, notamment un petit congé maternité qui est passé par là. Et voilà, je fais des consultations donc pour la sophrologie et l'art thérapie à mon cabinet chez moi, à domicile autour de chez moi, en visio également. Faut pas hésiter, ça marche très très bien pour les deux, la sophrologie ou l'art thérapie. Voilà, donc là je me suis reconvertie il y a donc 3 ans de ça, et c'est vraiment un métier de cœur, un métier que je fais avec toute mon énergie. Voilà pour ça. Nickel, merci, merci beaucoup. On la sent beaucoup ton énergie. Merci. Euh, Laetitia? Donc du coup, je suis Laetitia Maléco, je suis art thérapeute aussi depuis courant 2019. Donc j'ai commencé aussi suite à une reconversion professionnelle puisque j'étais comptable avant. Donc du coup, j'ai fait une première formation d'art thérapie en paramédical, en associé paramédical. Et ensuite, j'ai complété ma formation par l'art-thérapie plutôt analytique, plutôt dite traditionnelle, où j'ai rencontré Erel d'ailleurs. C'est bien. On a été formés ensemble sur cette art-thérapie-là. Tout à fait. Et donc, j'interviens aussi dans mon cabinet en libéral et en institution aussi, en hôpital de jour, auprès des CCAS. Voilà, ça Ça peut fait toucher juste, un petit peu tout. juste pour Bientôt les relais assistantes maternelles aussi. ça, c'est bien. Juste pour ceux qui écoutent, CCS, ça veut dire quoi?
CCAS, c'est les centres d'action sociale sur les communes, en fait. Ok, Voilà. nickel. En Et t'es tout en cas, Bretagne, je veux dire. ah, Hein? T'es en Bretagne, Laetitia. Ah oui, j'étais en Bretagne, dans le bon, Finistère. parce que vous n'avez pas le meilleur climat que nous. De quoi? Je pense que vous n'avez pas le meilleur climat que nous. Attends, Allez, quoi. on va parler du climat en Bretagne. Oh. Je Dis sais. donc. Ok. Ben, nickel, nickel, nickel. Ben, moi, c'est Robin. Je suis ingénieur de formation, mais la vie a fait que je me reconvertisse dans le domaine de la psychologie. Concrètement, ce qu'on fait chez Gagement, c'est qu'on s'attaque à la procrastination. Tout ce qui va toucher de près ou de loin à la procrastination, c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé et du coup, il fallait que je le résolve pour accomplir mes projets, entre guillemets, aux mêmes besoins. Et puis, de fil en aiguille, ben, je me suis rendu compte que la procrastination, ben, en profondeur, ça touche à l'inconscient. Ça touche aux émotions, ça touche à plein de choses. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se met à faire pas mal de vidéos sur la santé mentale. C'est qu'en fait, en profondeur, on peut pas aider un individu sans connaître comment il fonctionne dans son inconscient, sans connaître sur quel levier il faut jouer tout simplement. Et les leviers sont personnalisés. Donc, voilà, c'est un peu comme ça qu'on en est arrivé là. Et ce qu'on fait du particulier, c'est on est en train de mettre en place un écosystème où, en fait, justement, on pourra retrouver une forme de pluridisciplinarité de différentes compétences, sophrologie, tout ça, pour pouvoir accompagner les gens. Voilà. OK. On va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Du coup, on parle d'estime de soi. Ben déjà, est-ce qu'on peut savoir c'est quoi l'estime de soi concrètement? Alors, moi, je travaille sur l'estime de soi, sur le modèle qui m'a été proposé à la Fratapem, l'école d'art-thérapie, quand j'ai passé mon diplôme, parce que je trouve que c'est un modèle assez intéressant, enfin qui me parle en tout cas à moi. D'autres personnes peuvent voir les choses d'une autre façon, mais aujourd'hui, en tout cas, on va parler de ce modèle-là. C'est-à-dire que l'estime de soi, pour moi, englobe trois, trois notions, quoi, qu'on connaît bien, hein, on en parle souvent, mais on ne sait pas trop de quoi on parle finalement quand on parle de ça. Donc pour moi, c'est une interaction en fait entre la confiance en soi, l'amour de soi et l'affirmation de soi. Je dirais même l'amour de soi avant le reste, parce qu'en fait, je trouve que c'est un peu la base. Euh, donc en fait, pour moi, l'estime de soi, c'est l'interaction de ces trois notions-là. En fait. Elles peuvent être indépendantes, bien sûr, mais quand on parle, Ça englobe tout ça, en fait, l'estime de soi. D'accord. ouais, Et du coup, c'est ça. c'est quoi concrètement l'amour de soi, confiance en soi, affirmation de soi? Comment est-ce que vous les différenciez? Alors, l'amour de soi, ça va être comment, qu'est-ce qui est bon pour moi? Attendez, je remets il y a mon PC qui arrête pas de s'éteindre. J'ai mon plan là, alors. Il faut s'aimer avec ses défauts, ses qualités. Je prends un peu la main, hein, Laetitia. Faut s'aimer dans sa globalité, aimer l'ombre et la lumière, ce qui est hyper important puisqu'on a une véritable dualité. Euh, et puis, oui, bah, tu peux prendre la suite, mais une capacité à éprouver du plaisir à être ce qu'on est inconditionnellement, sans explication finalement. Hein. Et c'est exactement ça, c'est qu'en fait, l'amour de soi, ça va vraiment être une notion sur se reconnaître une capacité à être. C'est vraiment, comme tu dis, la notion d'être et avoir du plaisir à être aussi. Euh, C'est-à-dire que voilà, quelqu'un qui s'aime pas, en fait, il n'a pas cette conscience de faire des choses bonnes pour soi. On va être sur le bon, quoi, avoir des bons ressentis. Et, euh, et c'est vraiment ça, quoi. L'amour de soi, c'est vraiment le chemin de d'être avec soi-même, quoi, en fait.
Il y a l'exemple effectivement de aussi s'aimer avec ses défauts, ses qualités, le plaisir d'être avec soi, mais effectivement l'exemple d'être euh, comme dans un couple finalement, parce que on aime l'autre personne avec ses défauts, ses qualités, on aime être avec l'autre même s'il a des défauts et encore plus quand il a des qualités. Donc on est vraiment dans voilà dans cet amour inconditionnel, hein, tout simplement de l'autre ou de soi. Mm. Je pense que moi, particulièrement, c'est plus l'image justement de s'aimer avec ses défauts qui me parle beaucoup. Parce que généralement, c'est nos défauts qui font qu'on se dénigre ou bien voilà, qu'on s'aime pas dans notre globalité. On n'aime qu'une partie de nous. Et je comprends que avoir un bon amour de soi, c'est en fait se dire, OK, j'ai ça comme qualité, j'ai ça comme défaut, je les accepte et je suis bien comme ça. Voilà. Je On sais les pas, je complètement sais les pas amours. renier cette réalité. Tout à fait. Et c'est aussi en fait justement quand on est dans cet amour inconditionnel de soi, c'est aussi ce qui nous permet de dépasser aussi les épreuves ou les éventuels échecs qu'on peut rencontrer dans la vie. Si on s'aime en fait on dépassera tout puisque avant tout on s'aime. Donc de toute façon, même si pour moi une une épreuve de vie arrive, bah c'est ce qui nous aidera à la dépasser quoi. Oui. D'accord, d'accord. En fait, on va pas trop se stigmatiser si jamais il y a une épreuve de vie parce qu'on s'aime. Par contre, si on ne s'aimait pas assez, ben, on aurait tendance à vouloir se stigmatiser. Bah c'est ça. Je prends par exemple tout ce qui concerne les séparations. Alors ça peut être séparation dans un couple, dans un travail en fait. S'il y a des choses qui vont pas, on reste s'enfermer dedans. Alors qu'en fait, si on s'aime, ben on va aller, on va s'autoriser à aller vivre autre chose en fait, à dépasser ça. Je dis pas, ça n'enlève pas le côté difficile de l'épreuve, bien sûr, hein. Il faut travailler sur ce qu'on vit, bien sûr, mais forcément, s'il y a l'amour de soi ou si dans cette épreuve aussi, l'épreuve peut nous permettre d'aller dépasser ou d'aller trouver cet amour de soi pour avancer en fait. D'accord. OK. Mais là, du coup, je vois qu'on a beaucoup parlé d'amour de soi. Et c'est quoi l'affirmation de Oui. soi? Alors après, moi, je pars plutôt sur la confiance en soi. OK. Parce que l'amour de soi, du coup, on a dit qu'on était sur l'être. Et pour moi, la confiance en soi, ça va plus être se reconnaître la capacité d'agir. Donc là, on est plus sur le fait d'agir et l'action. C'est reconnaître une capacité à agir et à se projeter aussi. J'agis, comment je me projette dans les choses. Et là, on est vraiment sur le faire, quoi. La capacité à faire. Voilà. Quelles sont nos capacités à faire, en fait? À faire les choses, à entreprendre les choses, à se projeter, je sais pas si tu as une autre vision, RL, ou... Non, j'ai la même, hein. On est effectivement plus dans l'action. Faut être capable. On est dans la capacité, Capable. l'action. Ok. Ouais. Ouais. OK. Donc, en fait, est-ce que la confiance en soi, j'ai compris que c'est lié à du fait, mais est-ce que du coup c'est lié à une activité donnée ou bien c'est général? Parce que l'amour de soi, c'était général. Pour moi, c'est plus se sentir, comme tu dis, RL, c'est se sentir capable de et se sentir capable, se dire qu'on peut faire les choses correctement et qu'on peut. J'essaie de trouver un exemple. Euh, Pas facile. Bah, je prends pas. Des Je exemples tout prends par simples. exemple. Vas-y, Laetitia. Vas-y. Non, non, vas-y du coup. Tout simple, quand on est à l'école, par exemple, on apprend une poésie. Et, est-ce qu'on va être capable de la réciter devant tout le monde? Voilà. Tout à fait. Donc, Voilà. il faut avoir cette confiance en soi pour pouvoir le faire. Avant même, limite, d'avoir appris cette poésie, il faut déjà être capable d'aller devant tout le monde pour pouvoir réciter cette poésie. OK. Ça Tout va. à fait, parce qu'en fait, si on n'a pas confiance, du coup, ça veut dire bah déjà, on est dans un stress impossible hein, avant d'aller réciter cette poésie. Quelqu'un qui a confiance, il se dit bon bah je le fais et après c'est fini quoi.
quelqu'un qui a pas confiance, ben en fait, ça va être un stress en amont, ça va être devant les gens, on peut perdre la parole, voilà. Et après, même le stress peut rester puisqu'on là, quelqu'un qui n'a pas confiance va aller se dire n'importe quoi, j'ai dit ça, j'ai fait comme ça. Et du coup, on peut vite encore continuer à être dans le manque de confiance. On nourrit encore ça. Trop de remise en question derrière. Ok. Et l'affirmation de soi? Alors, l'affirmation de soi, alors là, on était sur l'être, le faire, et là, c'est plutôt c'est se reconnaître une capacité à, à avoir des goûts, enfin, à affirmer ses goûts et à être capable de dire, à s'affirmer dans ce qu'on est et dans ce qu'on aime, en fait. J'aime pas, c'est s'affirmer, en fait. On est dans l'expression plutôt, l'affirmation. Ouais, ouais. C'est plus même de l'ordre en art, par exemple, en art-thérapie, on va associer donc l'amour de soi, on l'aurait associé avec l'être, avec je ressens, et la confiance avec je fais, et, et l'affirmation de soi, ça va être plus un peu le côté esthétique. Quand on est capable de dire c'est beau, on affirme en fait nos goûts. Ou on parlait la dernière fois d'une personne qui va au cinéma avec ses amis. Quand on sort, le groupe dit ah ben t'as trouvé comment le film et tout. Une personne qui sait pas s'affirmer, elle va rester, elle va dire ouais je sais pas toi t'en penses quoi. Elle arrivera pas à dire ce que elle pense, ce que elle ressent, les émotions qu'elle a eues, tout ça. Enfin ça va être compliqué pour elle. Ou choisir une pizza au restaurant ou ça peut être tout bête hein, mais ça peut être handicapant. Elle pourra pas exprimer ses besoins, en fait. C'est ça. Expression des besoins, des émotions. Ouais, expression des besoins. Mm. Et ça se retrouve dans toutes les sphères de la vie. Hein. Ça veut dire qu'on s'impose pas au travail, on s'impose pas à la maison, on s'impose pas devant les enfants, on s'impose, on a des difficultés à s'imposer. T'as l'impression de projeter dans la vie, mais tu vois, j'irais même plus loin, c'est-à-dire que dès la naissance, on est obligé de s'affirmer par les pleurs pour tout simplement dire j'ai faim, j'ai froid, prenez-moi, j'ai besoin de câlin. Et l'affirmation de soi, elle arrive dès ce moment-là. Et après, effectivement, il va falloir l'agrémenter, la contrôler, la gérer au quotidien avec tout ce qui peut se passer, tout l'environnement autour de nous, quoi. Mm, D'accord. tout à fait. Ok. Ok. Donc, ça c'est pas mal. Ça, c'est pas mal comme image. L'enfant, le bébé qui pleure dès la naissance pour exprimer ses besoins primaires. Mais Donc, ce que j'ai retenu là, c'est que l'estime de soi, finalement, c'est l'interaction de trois composantes. Amour de soi, confiance en soi et affirmation de soi. L'amour de soi, c'est plus accepter sa globalité, son être, défauts et qualités. La confiance en soi, c'est plutôt, voilà, la projection sur une capacité, sur peut dire ça comme ça, une capacité à faire quelque chose. Et l'affirmation de soi, c'est exprimer ses besoins, la capacité à exprimer ses besoins, en fait, que ce soit dans n'importe quel contexte. Bien résumé. Et du coup, comment est-ce que ça se construit, cette estime de soi? Comment est-ce qu'on en arrive là, en fait, à finalement avoir une bonne estime de soi, une faible estime de soi et tout? Du coup, c'est un peu ce que Hérel disait, c'est-à-dire on arrive là sur cette terre, on n'a pas tellement de défauts de confiance, de défauts d'affirmation et de défauts d'amour en fait. aucun. Alors, ça peut arriver. Mais c'est vrai que oui, effectivement, après c'est tout l'environnement, l'environnement de l'enfant en fait, la façon dont il se développe avec son environnement familial, son Voilà. environnement scolaire. Et puis bien entendu, en fait, ça passe aussi par l'éducation des parents, mais en fait, au départ, en tout cas, parce qu'après, il y a plein d'autres facteurs. Mais au départ, c'est sûr que l'enfant, il arrive aussi avec les blessures de ses parents. Donc, parfois, s'il y a un défaut aussi là, on peut vite. Voilà. Voilà. L'estime de soi, on l'a. Maintenant, le souci, notre but dans notre vie, ça va être de ne pas la détruire. Enfin,
une estime ou une estime, ne pas la détruire par tout l'environnement extérieur. Donc, il faut la garder. Certaines fois, on va dire la modifier, la temporiser, mais c'est vraiment garder cette estime qui va être le plus compliqué dans notre vie. Mm. Euh, Et souvent, on s'en rend pas vraiment compte quand on est enfant. On n'a pas la capacité de revenir à soi et de se dire, bah tiens, je manque de confiance. Alors les parents vont le dire. Oui. Les parents vont dire parfois, ah bah oui, mais elle est timide, elle n'a pas confiance, des choses comme ça. Mais c'est ça qui détruit aussi petit à petit la confiance. Et c'est en grandissant qu'on là, on se rend compte que en fait, on a ça à travailler, quoi. ok. Donc, du Mm. coup, l'éducation parentale influe grandement sur une des trois composantes, en fait, que ce soit la confiance et même l'amour. Ouais, après ça peut être aussi justement dans le système scolaire hein, enfin, ça peut être ça, ça peut être chez la nounou, ça peut être déjà dès le départ, on peut avoir des défauts parce que chez la nounou, les enfants sont déjà confrontés en fait aux autres enfants et peuvent déjà sentir, enfin perdre Oui. des petits bouts quoi. Oui. Et après avec l'école, bon bah là, on a quand même, on a Bah, quand même sans dénigrer le système, on a quand même un système assez compétiteur, assez. Donc là déjà, c'est sûr niveau confiance, on peut vite perdre quoi. oui, et dans l'amour de soi aussi, parce que les critiques des petits camarades qui peuvent, avec le harcèlement scolaire dont on entend très très souvent parler en ce moment, tout ça joue énormément sur l'amour de soi, la confiance en soi également, et ben évidemment l'affirmation aussi. Donc bon, il y a beaucoup de choses, ouais, dans l'environnement relationnel, dans la globalité, qui nous construit et nous Oui, déconstruit. parce que justement, un enfant qui manque d'affirmation de soi déjà dès le départ, ben du coup c'est cet enfant-là aussi qui va pas oser dans le milieu scolaire ou chez l'assistante maternelle. C'est cet enfant-là qui va pas oser s'affirmer, donc s'imposer, et du coup qui va subir un peu. Ah, du coup ça joue sur la confiance. Vous voyez, il y a toujours cette interaction en fait. Oui, toujours. Mm. D'accord. Il y a une question qui me venait là quand vous parliez. Est-ce que l'affirmation de soi, ce n'est que verbal? Est-ce que l'affirmation de soi peut aussi passer par le non-verbal? C'est-à-dire, est-ce qu'un enfant qui, peu importe, il est subi pas mal de critiques et à un moment donné, il pose un acte plus ou moins violent, est-ce que ça, c'est de l'affirmation de soi? Sans forcément être dans la parole. Je sais pas parce que pour moi, enfin là comme ça, je dirais qu'un acte violent d'un enfant, ça veut dire qu'il a déjà eu du mal à s'affirmer depuis un moment et qui du coup, sa seule façon de s'affirmer, c'est d'aller, à un moment, la coupe est pleine, les émotions sont pas gérées et là, c'est aussi une histoire de gestion d'émotions, je dirais, et où là, il y a plus que la violence En fait, faire entendre quoi. ça devient son moyen d'expression. Ok. Il ne peut C'est ça. s'exprimer que par ce biais-là, parce qu'il ne sait pas s'exprimer autrement que par la violence, car certainement on ne le lui a pas appris. Ok. Mm. Mm. Ça, Mais du coup, s'affirmer, sinon pour un adulte, ça peut passer par je dis mes besoins, j'exprime verbalement, mais c'est aussi dans la posture. En fait, quelqu'un qui s'affirme pas, il va souvent se tenir très comme ça. Donc les collègues voient qu'on peut aller dessus, en fait, les collègues ou l'environnement. Mais quelqu'un qui est affirmé va se tenir toujours très comme ça. Donc déjà, c'est aussi dans le hors verbal, hein, c'est dans la posture, dans la gestuelle, dans tout en fait. Mais attention parce qu'il y en a qui cachent aussi. On peut se tenir comme ça et puis en fait montrer un- une grande confiance, une grande affirmation et puis en fait au fond de soi pas vraiment quoi. Mais ça c'est un autre sujet. ça, c'est clair. Donc, disons que là, on parle des tendances. Là, on parle des tendances. C'est ça. C'est tout. Ouais. Ok, donc ben, au final, on va dire que tout peut influencer notre estime de soi dès qu'on est, que ce soit l'éducation scolaire, parentale, environnementale, que ce soit quelconque événement même d'ailleurs, ça peut grapper un petit bout, ou peut-être nous ajouter un autre bout aussi, je sais pas. Euh, mais dans tous les cas, ben,
Quand on arrive à l'âge adulte, je pense qu'on est le produit de pas mal de choses. Oui. Donc, ok. Et en termes de conséquences, c'est vrai qu'on a déjà un peu embrayé dessus. Jusqu'où est-ce que ça pourrait aller en fait, aussi bien pour un enfant que pour un adulte? Là, on a parlé de la violence, mais est-ce que c'est le seul moyen, c'est la seule conséquence, entre guillemets, néfaste de quelqu'un qui aurait pas une bonne estime de soi? Laetitia a embrayé sur le sujet, hein, celui du masque en fait, hein. Le fait de se cacher, de ne pas être celui qu'on est, enfin de ne pas montrer celui qu'on est, de se cacher derrière ses masques, de nourrir des pensées, des croyances aussi de l'enfance, notamment, surtout, souvent. Je vais tous les faire. Et voilà, donc déjà, oui, euh, on va adopter des comportements effectivement qui nous permettent pas de vivre la vie qu'on devrait vivre finalement pour ce qu'on est. Que dire de plus bah oui, avec beaucoup de peur, de blocage, donc tout ça qu'il faudra apprendre à lever par la suite. Je sais pas, Laetitia, tu aurais autre chose, toi? Ouais, c'est ça, c'est vraiment déjà dans la relation à soi-même, bah en fait on justement c'est ce que je disais pour pallier à ce manque d'estime de soi, parce que là on parle plus du manque, mais on peut aussi parler d'avoir beaucoup d'estime de soi, hein. Mais mais l'un comme l'autre, en fait, on va développer des choses. Ben voilà, quelqu'un qui a beaucoup d'estime de soi, ben il pourrait développer des comportements envers les autres, de casser un peu les autres, d'être un peu. Voilà, je vais pas lancer le sujet des narcissiques, mais bon, parce que là on peut aller loin. Mais en fait, ouais, ça peut être d'être quelqu'un qui a beaucoup d'estime ou qui est très affirmé, bah il peut vite écraser les autres aussi, quoi. C'est ça. Mais du coup, quelqu'un en face qui, souvent, ils écrasent du coup les gens qui manquent d'estime ou d'affirmation, enfin bref. Et c'est là que, ouais, c'est là qu'il y a des masques aussi qui se mettent en place pour ceux qui manquent d'estime. Par exemple, bah, ça peut être quelqu'un de fuyant en fait, Voilà. quelqu'un qui va fuir, quelqu'un qui n'a pas d'amour de soi, bah, pas de confiance en soi va fuir. Bah, tu parlais de ça tout à l'heure, de la procrastination. C'est-à-dire qu'en fait, quelqu'un qui n'a pas confiance en soi, il peut avoir plein de potentiel, plein de capacités, mais s'il manque d'amour de soi, de confiance en soi et d'affirmation, bah, il va laisser de côté tout ce potentiel puisqu'il va préférer fuir, procrastiner, fuir et du coup ne pas agir en fait et ne pas être face à lui-même. Ouais. D'accord. Il va fuir toutes sortes d'engagements. Euh, Concernant l'amour de soi, on va peut-être plutôt fuir notre propre image. Donc là, on est effectivement sur les masques, comme on disait tout à l'heure. Et puis, concernant l'affirmation, on va on va avoir tendance à fuir toute discussion, peut-être même euh, oui, toute discussion où on va demander notre avis, où on va fuir en changeant de sujet, par exemple, tout simplement, ou en se mettant dans sa bulle. Et on va surtout espérer que personne ne nous demande un avis. Voilà. Donc on a des mécanismes de défense, évidemment, ceux-là, hein, la fuite ou vraiment se renfermer sur soi-même, tel une huître. La fuite ou la soumission? Comment? La La fuite ou la soumission soumission? aussi, ouais, La soumission. tout à fait. Oui, 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 oui. Et, et c'est pareil, quelqu'un qui manque de confiance, ben, malgré que la personne a énormément de potentiel, ben, en fait, elle va développer aussi un peu le masque du perfectionniste, quoi. On va chercher tout le temps la perfection et du coup, on s'épuise aussi à faire ce genre de choses, puisqu'on a les potentiels, mais on n'y croit pas. Donc, au final, on peut développer des masques comme ça
de perfectionnisme, de plein de choses en fait. Il y en a plein, il y en a plein, il y en a Ouais, plein. d'accord. Et du coup, et à part ça, est-ce qu'il y a des conséquences sur l'aspect purement physique? Oui, bien sûr. On va avoir un impact sur le physique qui vont se transformer. Ça peut être effectivement leur emprise de poids pour certains, ou même en perte de poids. Tout dépend effectivement du degré de perte de confiance ou de perte d'amour de soi aussi. Euh, Ça peut être des maladies, beaucoup de choses qui peuvent être en rapport avec les poumons, les bronches, tout ce qui est en rapport avec la tristesse, l'amour. Tout va se porter ici, hein, surtout. Euh, donc ça, ce sont des risques quand on n'est pas en phase avec soi-même, en fait, hein, tout simplement. Euh, Pour tout le corps, hein, ouais. ouais. Surtout, Les pertes de cheveux aussi, beaucoup. Ah, on peut. ça veut dire que Ah, je vais bien. ah, c'est pareil, quelqu'un là je parle d'un cas parce que j'ai eu le cas en séance. Mais vas-y, ouais, c'est intéressant. Alors en fait, là c'est une personne qui manque un peu de tout, complètement du global de l'estime de soi, où la personne on lui demande ce qu'elle aime faire et ben en fait elle aime rien. Il y a rien qui l'intéresse. Donc rien du tout. Elle n'agit pas puisqu'en fait elle n'a pas confiance et puis de toute façon elle s'aime pas. Et en plus, elle ne s'affirme pas puisqu'en fait, elle manque tellement d'amour de soi-même qu'au final, elle n'a rien à affirmer en fait pour elle. Et au final, c'est une personne qui se sent vide tout le temps. Donc, elle a une tendance, elle dit, hein, elle passe sa journée en fait à se nourrir, se nourrir, se nourrir, se nourrir. Et elle remplit, elle remplit, elle remplit, mais pour autant, le vide, il est jamais rempli. Et là, en fait, elle a commencé une activité sportive qui l'a mais complètement, elle a trouvé ça génial. Pour une fois dans sa vie, elle s'est dit j'aime faire ça quoi. Et là, bim, elle se casse le petit orteil, enfin elle se fracture le petit orteil Évidemment. en séance de sport. Eh oui. Et le prof lui dit mais ça n'arrive jamais ça. Pour le coup, c'est pas possible. Mais en fait, je lui ai dit, j'ai rendez-vous avec elle bientôt, donc on va voir ça. Mais en fait, je lui ai dit déjà, il y a tellement des pensées depuis qu'elle est petite qui ont nourri, qui sont venues apporter des comportements, et tout ça sont devenus enfin, les pensées ont nourri des croyances, et les croyances nourrissent des comportements. Et c'est une personne qui doit être pas loin de la soixantaine, donc en fait, elle a passé toute sa vie à croire qu'en fait, elle ne servait à rien, voilà. Et d'un coup, la vie lui montre un truc génial. Et ben son corps en fait enfin la vie est venue lui faire une petite fracture. Et elle me dit je comprends pas pour une fois que je m'autorisais à faire quelque chose que j'aimais, gna, gna. Et j'ai dit oui mais c'était peut-être un petit test aussi pour savoir si vous alliez vous affirmer justement dans ah tiens j'aime quelque chose et je m'autorise parce que c'est ça aussi. C'est quand on met des masques, quand on à force, en fait, on va même carrément se mettre des barrières, quoi, et s'auto-saboter, en fait. Ben oui, c'est clair. Ben, tu vois, pour rebondir avec ce que tu es en train de nous expliquer, qui est hyper intéressant, j'ai eu également une personne d'une soixantaine d'années en séance là, il y a quelques jours, la semaine dernière. Première fois que je vois cette personne, donc à la retraite depuis quelques années, pas très longtemps, et elle me dit, je suis bonne à rien. Je suis bonne à rien, je sers à rien. Bon. Et en discutant pour la première séance, et on apprend évidemment à faire connaissance, j'apprends que madame fait de la dentelle au fuseau, mais elle ne sait rien faire. Fait des meubles en carton, mais elle ne sait rien faire. Enfin, hyper créative. Et en fait, elle a un manque effectivement de confiance en elle et d'amour d'elle-même. Et puis bon bah voilà, dans la discussion, j'ai appris que quand elle était petite, elle avait une maman paralysée et depuis sa naissance, quand elle est née, elle, et il a fallu qu'elle s'occupe de sa maman.
Donc, comment s'aimer soi-même alors qu'on a blessé sa mère en naissant? Enfin, voilà, c'est très lourd à apporter pour elle. Et du coup, aujourd'hui, elle a l'impression de ne plus savoir rien faire et elle a l'impression d'avoir mal partout, de pas être bien, alors qu'en fait, tout va bien. Tout va bien. C'est ça. C'est très marquant parce qu'on se rend bien compte que ça peut aller partout et ça peut remonter à très loin et ça peut avoir des impacts vraiment sur l'ancienneté de la vie parce que bon, si on doit arriver à la soixantaine pour se rendre compte que Et oui. on peut faire des Mais choses, c'est quand même dramatique. oui. Mais j'ai retenu un truc qui était un peu autre. En fait, j'ai compris qu'en fait, s'affirmer, c'est quelque part, même devant un obstacle, de choisir, est-ce qu'on veut donner des excuses ou est-ce qu'on persévère? Quand tu parlais de ton cas de la dame qui s'est cassé un peu l'orteil, le petit orteil, elle pouvait le prendre. Soit elle se dit, ben, je m'affirme, je le fais, et du coup, je me soigne, je reviens. Soit elle se dit, ouais, elle se donne comme une excuse, ben, j'arrête de le faire et tout, voilà, je suis une victime. Donc, en fait, c'est, Et ouais, mais tout ça, c'est vraiment, je précise quand même, hein, tout ça, c'est vraiment inconscient, quoi. C'est Oui. qu'elle se dit pas, oh là là, je suis en train de me faire plaisir, là, oh là là, je vais arrêter ça, quoi. Non, non, c'est vraiment son inconscient qui s'est dit, tiens, on va lui faire un petit truc au pied, là. Parce que je pense qu'elle n'était pas vraiment prête à s'autoriser à tout ça. D'accord. Et oui, et finalement, le fait d'avoir eu un problème physique qui l'a empêché, du coup, d'aller pendant un mois faire ce sport, Donne et l'excuse. ben là, elle s'est affirmée. Elle s'est dit, ah non, mais moi, c'est ce sport-là que je veux faire et je veux me faire du bien. Et en fait, je pense que maintenant, son inconscient je pense qu'il se pose même plus la question. Maintenant, c'est arrivé au conscient. C'est monté à sa conscience que oui, elle veut le faire. Donc, je pense que voilà, elle y retourne demain, normalement. Après-demain, je sais Elle va y retourner demain. C'est pas normalement, elle va y retourner demain. pas. Mais je pense qu'elle avait besoin elle était tellement ancrée Mais c'est dans le fait de se saboter comme ça, que bah, finalement, même quand elle a réussi à toucher du doigt un peu d'amour, de confiance et d'affirmation, bah, bah non, il a fallu un petit test quand même pour être sûr qu'elle voulait vraiment le faire, quoi. merci l'univers. d'accord. Et est-ce que vous avez déjà eu des cas dans le cadre de l'entrepreneuriat, des choses comme ça? Parce que c'est souvent je pense que c'est une voie qui demande l'entrepreneuriat ou bien reconversion professionnelle. Ce sont des voies qui demandent quand même beaucoup d'estime de soi. Oui. Alors là, moi, j'ai pas de cas Non? en séance, mais par contre, bah, bah, il y a nos cas personnels, je pense. Voilà, justement. On a le droit de parler de nous. Bah, oui, bah, je prends mon cas, hein. Bah Allez, oui. allez, on y va. Moi, je suis arrivée en formation d'art-thérapie après ne pas avoir été à ma place pendant des années en comptabilité. Je jouais avec les chiffres, ça allait, mais dès que j'ai commencé à m'ennuyer un petit peu, bah ça allait plus quoi. Et petit à petit, je suis restée dans ce travail de comptabilité qui me plaisait pas, le milieu plaisait, enfin il y a rien qui m'animait en fait personnellement. Et, et finalement, bah, j'ai perdu comme ça. J'ai fait une descente de confiance, d'amour, de tout en fait, d'affirmation. Et, et bon, il m'a fallu du temps hein, parce que du coup, c'est passé quand même par un épuisement professionnel. Du coup, il m'a fallu du temps pour me remonter. Mais même une fois remontée en énergie et tout ça, et d'avoir retouché un petit peu d'estime de soi, et ben quand on arrive en formation à, je sais plus, 34 ou 35 ans, je sais plus trop, qu'on a des enfants à gérer, tout ça, puis ben on se retrouve de nouveau étudiant, en plus de la maison, en plus de tout, à devoir tout réapprendre des notions inconnues. Et ben là, en fait, on se sent, il y a cette notion-là aussi, quand on manque d'estime, on se sent jugé par rapport aux autres, on se sent moins bien. Donc en fait, pour moi, ça a été le cas, c'est-à-dire que j'ai passé 2 ans et demi à croire qu'il fallait que je prouve ma valeur, à me mettre à une perfection pour faire mon mémoire, donc à s'en rendre malade, hein, presque. Tout ça pour que tout se finisse bien. Et puis qu'en fait, on retrouve sur son chemin de vie. Mais du coup, si j'avais écouté tous ces manques, je serais toujours comptable.
J'aurais pas. C'est qu'à un moment, il faut réussir à dépasser ça et se faire accompagner aussi pour ça, parce qu'en fait, on peut rester du coup dans nos blocages et continuer de se saboter, ou alors se dire bah oui, mais c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. Mais c'est pour ça aussi qu'on a beaucoup de gens qui restent ben, parfois toute leur vie dans un métier qui leur plaise pas parce qu'ils pensent ne pas se sentir capables en fait. Ou là, Il y a la notion de, en fait, comme il y a beaucoup de peur en jeu, et que plus le changement à faire est grand, plus ben, les gens ont peur. Peut-être l'insécurité financière, peut-être l'insécurité de est-ce que je vais réussir dans ce nouvel. Et quelque part, il y a une zone de confort. Le cerveau, quand il est routé, tu as beau être dans un système déplaisant, comme c'est quelque chose que tu connais, c'est toujours plus facile d'y rester que de vouloir en sortir. Oui. tout à fait. Ouais. C'est là qu'il faut s'affirmer. Tout à C'est fait. là qu'il faut réussir à trouver de l'affirmation pour ou de l'amour de soi pour se dire non, j'ai pas envie de continuer à vivre ça pour moi-même, j'ai envie d'aller plus loin, quoi. Oui, de se dire qu'il y a quand même un minimum que tu mérites, que tu crois mériter, que tu vas aller chercher. C'est ça. Ouais. Ce qui m'a le plus marqué dans ce que tu as raconté, c'est qu'en fait, même quand tu es statique et que ton corps, en tout cas une partie de toi s'exprime et a besoin de changer, quand tu prends pas d'action, en fait, sans même interagir avec les autres, ton estime de toi baisse. Parce que, Tout à fait. parce que ton inconscient, dit, ben, finalement, tu n'es pas capable de faire les choses pour toi, mais comment voilà, Ouais, ta valeur ouais, propre baisse. C'est-à-dire, c'est pas comme si en ne changeant pas, tu te cachais et tu gardais le capital que tu avais déjà. Au contraire. Ouais, mais c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. C'est que, bah, en fait, c'est ce que tu disais, Irel, au tout début de la visio, c'est qu'en fait, c'est quelque chose qu'on doit nourrir tout le temps, en fait. Ouais. Tout le temps, on travaille notre estime de soi, tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. En hausse ou en baisse. Une fois, faut le baisser un peu. Il faut que ça fasse Ouais, c'est ça. ça. Il faut que ça fasse ça. Qu'on soit bon, on monte, on descend, mais au moins que la valeur moyenne soit croissante. C'est ça, parce que même dans le quotidien, quoi, dans le couple, on parlait du couple tout à l'heure, quelqu'un qui n'a pas d'estime de soi et qui est avec quelqu'un qui en a ou qui n'en a pas, mais qui le cache derrière un masque de, bon, j'en ai plein. Ben, en fait, on arrive à la soumission. T'en parlais aussi tout à l'heure, Aubin, du côté soumis. Et puis, bah, du coup, on s'épuise aussi. Par manque d'estime, on s'épuise, en fait. Mhm. Les deux. Mm. Ah, c'est bien ça. Désolé, Enzo 25001 qui a fait une demande. Peut-être s'il y a une question là posée là, et puis on essaiera d'y répondre. OK. Donc là, on vient de faire un peu le panorama des différentes conséquences que ça peut avoir, surtout avec les exemples que vous avez cités là. Je pense que ça étaye très bien jusqu'où ça peut aller de façon concrète. Maintenant, on va peut-être passer au niveau des solutions. Oui. Euh, en quoi est-ce que la sophrologie et la thérapie peuvent aider et est-ce que voilà, est-ce qu'on a Alors, on y va. alors déjà, effectivement, il y a la sophrologie et l'art thérapie, et puis on n'oublie pas toutes les autres thérapies, hein, les suivis psychologiques dans toutes leurs formes. Évidemment, nous on est là parce que c'est notre métier, mais il y a tous les autres aussi. Il faut surtout pas les oublier, ils sont hyper importants. Le suivi psychologique avec un psychiatre ou un psychologue est aussi hyper complémentaire avec avec le travail que nous faisons. Alors moi j'ai envie de vous dire, vous posez la question déjà, la sophrologie c'est quoi? Parce que tout le monde ne connaît pas. Alors ça commence à se démocratiser, c'est sûr, mais tout le monde ne le pratique pas et donc à partir de là, on ne sait pas tout à fait ce que c'est. Là, c'est pareil. Pour moi, aujourd'hui, il y a deux types de sophrologie. On a la sophrologie caïcédienne qui est vraiment recentrée sur le corps, voilà, les respirations, évidemment, des petites techniques de visualisation. Donc, la sophrologie, dans sa globalité, ça reste une pratique verbale. Elle est non tactile. On n'est pas là pour faire des massages ou ce genre de choses, pas du tout. On est dans la parole, un peu comme l'hypnose finalement. Et elle va consister en fait à équilibrer le corps et l'esprit pour retrouver un mieux-être. Donc avec différents exercices
qui sont adaptables. Ils vont être donc proposés. On peut le faire après chez soi, tranquillement. Donc, des exercices de respiration, de détente musculaire, de visualisation, comme je disais tout à l'heure. Et donc qu'on peut pratiquer en toute autonomie par la suite dans notre quotidien. Alors moi, je pratique cette partie-là, mais on va dire en plus petite portion, et je vais plutôt me baser sur la sophrologie holistique qui va demander à tout le corps de travailler évidemment, mais aussi à l'âme et à l'esprit, parce que un être humain est un tout, hein, on est énergie, donc à partir de ce moment-là, il faut travailler sur toutes les énergies. Donc, on va également faire ces exercices de respiration, mais surtout de visualisation. Donc, comme je disais tout à l'heure, qui va un petit peu s'apparenter à l'hypnose, mais on reste toujours conscient de qui on est. Et après, par la suite, l'inconscient va venir travailler. C'est là que c'est hyper intéressant. Et en continuant à en faire les exercices à la maison, c'est comme si ça venait s'engrammer un petit peu dans notre inconscient. Et donc, on avance chaque jour, toujours un peu plus. Et on a ces messages de l'univers qui arrivent. Et là, on prend conscience de tout ça et ça en devient presque magique. Moi, j'adore. Tout comme l'art-thérapie d'ailleurs. Mais bon, ça, c'est Laetitia qui en parlera. Donc, voilà. Donc, on peut faire ces exercices de façon tout à fait autonome et régulière. Et donc, par là, on va changer sa façon de voir la vie. Et en règle générale, ça devrait fonctionner de façon beaucoup plus positive. Voilà. En gros, voilà, la sophrologie allie un peu de techniques du corps et du corps, un peu de respiration pour équilibrer le corps et l'esprit. Bon, tout ce qui est, j'imagine que tout ce qui est gestion des émotions, ça passe par là. Oui, Et que elle va venir jouer sur le conscient, mais les effets à long terme sont sur l'inconscient. c'est ça. C'est ça. Ok. J'en profite pour dire bonjour à Lilou qui, qui s'est connectée. Ça fait trop longtemps que je l'ai pas vue. Coucou. Et je passe la main à Laetitia. Alors du coup, pour moi, l'art-thérapie, c'est un peu compliqué à expliquer comme ça parce que pour moi, c'est quelque chose qui se vit. Euh, euh, et du coup, j'ai deux pratiques d'art-thérapie bien différentes. Donc c'est un peu, voilà, je vais essayer d'être claire. Disons qu'en art-thérapie, on utilise le processus artistique, tout ce qui se passe dans le processus artistique, pour venir toucher toutes les dimensions de l'être humain. Donc, c'est-à-dire que déjà l'art, c'est une activité humaine, hein, donc forcément, elle implique autant la dimension physique, mentale, mais sociale aussi, puisqu'en fait, l'art met toujours en relation avec l'environnement et avec les autres. Pour moi, c'est surtout l'art-thérapie, c'est aussi l'histoire de créativité, quoi. C'est une histoire de tout. C'est l'art-thérapie, il y a les matières, il y a les outils. Donc en fait, on vient toucher déjà les sens. Donc ça vient s'imprimer. Mais après, tout ça, ça s'imprime en nous pour aller exprimer quelque chose. Et en dehors parce qu'on dit souvent l'art-thérapie, ça permet de s'exprimer, d'exprimer. Oui, exprimer, ok. Mais il y a tellement de choses qui se passent dans l'art, parce qu'en fait, l'art a un pouvoir d'entraînement déjà. Donc, même quelqu'un qui n'a pas envie de faire de l'art, parce que j'en ai eu des comme ça, dans les groupes, parfois, il y a des gens qui disent qu'ils veulent pas faire de... Moi, je suis venue, mais j'avais pas envie de faire. D'accord, bon. Ça commence bien. Et ben en fait, ouais, ça commence bien. Et ben en fait, c'est là qu'on voit l'effet, le pouvoir d'entraînement de l'art. C'est-à-dire que par exemple, si vous entendez une chanson, souvent vous entendez une chanson, vous voyez personne bouge, personne bouge. Et puis hop, d'un coup, il y en a un qui commence à et vous remarquerez qu'autour, il y a toujours un qui va commencer à taper du pied, à taper des doigts,
Et en fait, ça se passe dans toutes les dimensions, dans toutes les. On va le retrouver dans la danse, on va le retrouver, comme là, la personne qui voulait pas en faire, à force de voir tous les autres jouer avec les encres, avec les feutres et tout, ouais bon, je vais faire quelque chose quoi. Donc, l'art pour moi a le pouvoir d'entraînement, il éduque aussi les sens et en plus, il a un effet relationnel. Donc, dans ce processus artistique, je vais pouvoir venir chercher chez la personne la dimension physique, la dimension mentale et la dimension sociale. Donc, je vais utiliser l'art en fonction de ce que la personne a besoin. C'est-à-dire que si une personne a besoin, si une personne est toujours dans le faire, tout ça, en fait, je vais aller l'amener à ressentir pour qu'elle soit plus dans l'être. Donc, vous voyez, ça rejoint aussi les dimensions de l'estime de soi. Et là, l'art-thérapie, c'est vraiment utiliser le processus artistique dans un but thérapeutique, donc d'ajuster ce processus pour aller améliorer les capacités déjà existantes en dehors de la maladie, le handicap, les croyances limitantes. On va essayer de dépasser tout ce qui va pas en allant appuyer là où il faut dans le processus artistique pour aller renforcer les capacités qui restent en fait. Et il y a l'autre partie, donc l'art-thérapie que j'ai fait, que j'ai pu apprendre avec Erel, en même temps qu'Erel, où là, ça englobe aussi tout ce processus-là artistique, mais aussi là, on va aller analyser les couleurs, les formes, trouver des symboles, et là, on va aller aussi toucher un peu plus les croyances, la généalogie, ce qui s'est passé dans la famille, ce qui s'est passé quand on était petit, voir comment on se sent aujourd'hui. Rien qu'avec les couleurs qu'on a utilisées aujourd'hui, on sait en fait, on voit déjà des choses. Et c'est là que du coup, on peut faire un retour à soi, mais aussi, oui, c'est toujours à soi, mais en lien avec les autres, quoi. On va beaucoup travailler l'inconscient aussi avec cette méthode-là. Hein, beaucoup plus analytique. Mais avec l'autre, mon autre art-thérapie associée paramédicale, on va aussi aller toucher l'inconscient finalement, puisque tout ce qui se fait dans le conscient, dans le moment présent, parce que c'est vraiment une pratique du moment, quoi. On est dans le moment présent, mais finalement, ça va venir bouger des petites choses dans l'inconscient. Mais je parlais de l'art en général. Hein. En général, les deux méthodes viennent toucher l'inconscient forcément. Enfin, mais c'est vrai que l'art-thérapie qu'on a pu apprendre ensemble, c'est vrai que là, on va analyser. Donc forcément, on va aller toucher tout ce que nous on n'arrive pas à dire, c'est dans le dessin, quoi. C'est dit dans le dessin. Donc c'est pour ça que oui, effectivement, là, on est vraiment pour l'inconscient. Mhm. En fait, ce que j'apprécie le plus dans l'art-thérapie, de ce que je comprends, c'est que on va toucher la dimension inconsciente qui le plus souvent c'est quelque chose d'abstrait, c'est quelque chose auquel par définition on n'a pas accès. Mais l'art permet de matérialiser la chose. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui n'est pas habitué à ça, c'est plus facile de lui dire fais une action qui plus va peut-être sembler bénigne, joyeuse, distractive, de là et tout, coloriage, je sais pas trop. Mais au final, son inconscient s'exprime et on arrive à voir la chose. Et peut-être même on peut même lui expliquer. Voilà. Mais c'est complètement, en fait, c'est complètement ça. On rentre dans quelque chose de concret. Et souvent, les gens ont besoin de ça, que ce soit concret, matérialisé. Et là, avec de la couleur ou même des formes, parce qu'on peut travailler avec de l'argile, par exemple, comme Laetitia le fait aussi. Eh bien, on se rend compte que là, ces formes vont nous montrer des choses dont on n'avait pas spécialement conscience, mais qu'il va falloir venir travailler. Donc, on viendra le travailler ensuite. Alors, en art-thérapie, évidemment, puisque l'art-thérapie,
là aussi Laetitia dira comme moi, c'est le lien entre le thérapeute et le patient qui est important. La discussion qu'on peut avoir, le fait de reprendre conscience de certaines choses et d'essayer de trouver des solutions pour les gérer. Alors, on n'oublie toujours pas nos amis les psychologues qui sont hyper importants à un certain moment de notre existence et notamment quand on est sur un suivi, sur le développement personnel ou voilà, quand on a des blocages. Mais nous, on ne peut pas avoir ce rôle de psychologue, mais on est là quand même pour discuter et essayer de trouver ces solutions, que ce soit en sophro ou en art-thérapie, hein, quoi qu'il en soit. Et c'est vrai que ces exercices-là, en sophro ou en art-thérapie, vont venir soulever beaucoup de blessures. Et par la suite, que ce soit en sophro ou en art-thérapie d'ailleurs, euh, des exercices de sophrologie vont permettre, alors, de les alors je vais pas dire de les amenuiser, mais en tout cas de les soulager par le biais de certains exercices de respiration et puis mouvement du corps notamment. On a un petit peu ce qu'on appelle des bouées de sauvetage en fait. Donc on se raccroche à ces exercices-là, ce qui va être la même chose en art-thérapie. Laetitia peut tout à fait m'interrompre, hein, mais on va faire par exemple des exercices de recentrage, des choses comme ça qui vont nous faire du bien euh, pour pouvoir avancer tout en continuant notre développement personnel. Il y a mot de Taïla qui dit bonjour. Elle dit de désémotionnaliser. Mais j'ai du mal avec ce mot-là. Ouf! C'est quoi ce mot? Je pense que ça veut dire enlever les émotions, simplement, tout simplement, ou bien diminuer l'ampleur des émotions. Je pense que ça doit être ça. Enlever les émotions, je dirais pas ça. Je trouve que les émotions sont hyper importantes. Je corrige, diminuer les émotions. En tout cas, les gérer, les accueillir, les aimer. On en est toujours dans ce, voilà, non, il faut aimer. On est en colère, ben il faut quand même exprimer sa colère. Si on l'exprime pas, on la refoule, c'est pas bon. Donc, Parce que c'est exactement ça, Irel, c'est que notre société un petit peu nous a appris à se couper des émotions. voilà. Et justement, quand on dit se désémotionnaliser, euh, je comprends hein, le terme, mais en fait, ça me titille. Parce qu'en fait, c'est à force de se désémotionnaliser que en fait, on ne vit pas, qu'on ne va pas dans trouver qui on est. Et sans les émotions, les émotions nous permettent en fait de retrouver notre équilibre et de savoir qu'est-ce qu'on doit faire pour avancer en fait. Et justement, que ce soit la sophrologie ou l'art-thérapie, je pense que vraiment c'est ça, ça nous permet d'aller justement vivre les émotions, les vivre. Alors attends, il ne s'agit pas de se désémotionnaliser. Moi, j'arrive pas à le dire. Soi-même. Ok. Je pense qu'il faudrait prendre le mot dans ce contexte. Il y a tout un live qu'on a fait sur la gestion des émotions. Je pense que vous dites la même chose, mais différemment. Et puis, comme elle n'est pas là, c'est pas, voilà, c'est compliqué. On interprète différemment. Oui, c'est ça. Mais du coup, est-ce que là, bon, on a déjà eu d'avoir des exercices de sophrologie, pas mal pour, est-ce que on pourrait avoir quelques exercices d'art thérapie, par exemple, que Oui. les gens pourraient, voilà, tester simplement et tout. Alors, oui. Faire seul, je pense pas. Il faut quand même être accompagné d'un art thérapeute dans un premier temps. Mais vas-y, Laetitia. Hein, on est d'accord, on a bien compris que la thérapie, ça se pratique avec un professionnel qui va interpréter justement, parce que là, en plus, on est dans l'inconscient, donc c'est pas tout le monde qui peut le faire. Mais est-ce qu'il y a au moins des petits, on va dire, des amuse-gueules, des exercices pour ceux qui suivent et qui souhaiteraient savoir un peu. Par exemple, déjà, je reprends l'exemple de l'argile. Si je prends l'amour de soi, en fait, j'ai dit tout à l'heure que pour moi, l'amour de soi, c'est être et avoir du plaisir à être. Donc, on vient toucher le bon. Qu'est-ce qui est bon pour nous? Et en fait, l'argile, par exemple, on va aller toucher la terre, on va avoir des ressentis. Donc, même sans aller faire
sans aller faire par exemple, se dire, tiens, j'ai envie de faire un oiseau ou de faire un modèle, en fait, précis. Sans ce modèle précis, rien que de toucher la terre et de ressentir, déjà, on est déjà si on est capable de ressentir, c'est qu'on vient déjà nourrir l'amour de soi. Ok. Ça se fait pas en un jour, hein, ça se fait pas en un exercice voilà, mais c'est à force de faire, il y a des compétences qui se redéveloppent. Donc là, c'est vraiment, par exemple, quand je dis que quelqu'un qui est toujours moi je sais faire, moi j'ai plein de connaissances, moi j'ai machin, je prends un exemple parce que ce sera plus simple. J'avais une personne en hôpital de jour qui était artiste. Donc il arrive en atelier de groupe avec toutes ses connaissances artistiques, avec tout son savoir, parce que c'est quelqu'un qui a un énorme savoir au niveau de l'art. Et il savait faire et machin. Et en fait, je lui ai dit, mais c'est pas là que je vais vous emmener. Je dis, là, vous avez plus besoin d'être dans ce mental toujours à je sais, j'ai toutes les connaissances, et puis je sais faire, et puis je sais. Non, je dis, je vais vous emmener ailleurs. Je dis, là, il est temps que je dis, pour vous, ce qu'il est temps de faire, c'est de savoir ressentir et de savoir lâcher, en fait. Et en fait, il m'a dit, bah ouais, je pense comprendre où vous voulez, où vous voulez aller. Et en fait, bah maintenant, c'est quelqu'un qui se sert de son savoir et de ses compétences artistiques, mais pour vivre quelque chose de beaucoup plus sympa et de beaucoup plus où en fait, il lâche quoi. Et là, il arrive à l'amour de soi-même quoi, parce qu'il est capable de se dire, je fais quelque chose sans que à la vue des autres ce soit superbe, parfait. Là, il est que dans le plaisir d'être avec lui-même quand il fait la création artistique. Tu l'as orienté un peu du mental vers le cœur. Vers- Tout à fait, mais c'est exactement ça. C'est nos 40 centimètres, là, RL, Jacqueline, notre prof d'art-thérapie, nous a toujours dit, c'est dingue quand même, il n'y a que 40 centimètres entre là et le cœur. Il faut le cerveau. Et en fait, on a du mal à les faire, ces 40 centimètres. Ils sont longs, Et je trouve ça très très longs. Ils sont longs parfois, ces 40 centimètres. le conditionnement. Voilà. Après, ça peut être. Je vous montre vite fait. Je tourne la caméra du coup. Montre-nous tes exercices. Allez, je les mets et puis je vous en montre quelques-uns pour vous montrer. Yes. Et à la limite, ce qu'on pourra faire, c'est qu'on fera un parallèle parce que du coup, Laetitia a ses exercices et moi, j'ai fait à peu près les mêmes. Alors, pas tout, mais et comme quoi, ça peut être différent sur les mêmes sujets. Donc, c'est hyper intéressant. On va regarder ça. C'est bon, Laetitia, t'arrives à... Disais, vous êtes prêts? Ouais. Donc là, par exemple, Mhm. bon là c'est la mienne hein, parce que je l'ai fait aussi hein, pour moi-même. Donc là c'est par le collage. Il devait y avoir du feutre, du pastel, enfin un petit peu de tout. Par plusieurs techniques artistiques, et j'ai fait c'est s'écrire une lettre d'amour à soi-même. Mm. Et là, c'est quelque chose de très souffrant, hein, je peux vous le dire. Ah, C'est très souffrant parce qu'on est face à la feuille blanche et on se dit là, je dois m'aimer, quoi. Ah, ok. Bon, j'y vais. Et puis finalement, on commence la première page et puis vous voyez, il se passe des choses hein, dans ce qu'on trouve dans les magazines aussi avec le collage. Et puis finalement, on commence à exprimer plein de choses sur ce qu'on vit. Bon, là, en gros, hein, je vous dis, c'était un peu tout ce que je portais sur mon dos. Par manque d'amour de moi-même, je portais beaucoup de choses sur mon dos pour les autres. Parce que je revenais pas à moi, mais par contre, je donnais tout aux autres. Donc voilà, bon là, c'était pour un peu calmer mon ego et puis lui dire que bon, il est bien sympa celui-là, l'ego, mais faut aussi qu'il lâche un peu la grappe, un peu qu'il arrête de prendre le melon. il y a une question de mot taille là qui demande si on peut faire la sophro et la thérapie dans un même exercice. J'allais lui répondre par message, mais alors je vais répondre directement puisque pour le coup je fais les deux. Donc alors
en séance, ça peut être lourd de faire les deux, sophro et art-thérapie sur une séance d'une heure, évidemment. Moi, souvent, ce que je fais, mais évidemment, on n'est pas tous pareils. Je vais avoir un suivi avec une personne, donc de plusieurs séances, 5, 10 séances, voire plus. Et auquel cas, je vais mixer. Une fois, on va faire de la sophro. Une autre fois, on va faire de l'art-thérapie en fonction du besoin du patient, tout simplement. Mais les deux sont possibles, hein. On peut très bien faire sophro et art-thérapie sur la même séance. Après, voilà, on peut faire des techniques de visualisation tout en faisant du travail à l'aveugle. Mais comme on veut vraiment faire travailler l'inconscient, certaines fois, il vaut mieux pas être trop parasité en fait par autre chose. Ça dépend vraiment du suivi qu'on a à faire. J'espère avoir répondu à la question. Nickel, nickel. Ben, Laetitia, on te reçu avec tes jolis dessins là. Tu es sûr que tout le monde peut le faire? Parce que, Alors, bah oui, parce que là, vous voyez la lettre d'amour à soi-même, par exemple. Je vais vous montrer une page de ma lettre euh, qui m'a permis d'aller chercher mon affirmation de moi-même, justement. Dans cette lettre où j'étais censée retrouver l'amour de moi-même, eh ben, j'ai commencé à aller chercher aussi un peu mes forces et mon affirmation par ce collage-là que j'ai là. Et en fait, ça, bah, vous voyez, hein, je sais pas si vous voyez, mais en fait, on c'est juste voit, des... on voit Ah oui. l'image, mais on voit pas les écrits. Là, l'image, par exemple, c'est une image trouvée dans un magazine. Euh, c'est euh, c'est du pastel derrière, donc on met juste de la couleur, on pose des mots sur du sparadrap ou je sais pas ce que c'était. Et, euh, et en fait, ça, on peut le faire seul déjà, ce genre de choses, s'écrire une lettre et puis mais essayer de faire en sorte que ce soit créatif avec ce qu'on a sous la main, avec les magazines, avec les mots, bah ça sort tout seul, hein. Après, c'est vrai que nous, enfin, quand on fait notre lettre à nous-mêmes, bah en fait, on se rend compte de certaines choses, mais c'est vrai que quand il y a le thérapeute, bah c'est vrai que bah là, quand nous on l'a fait, c'était en formation. C'est sûr que ma prof d'art-thérapie est venue m'amener des notions que moi, je voyais pas chez moi, quoi. Donc, elle est venue éclairer ça. Là, ce que vous voyez aussi, ça, c'est vachement bien, ce petit truc-là. Donc là, en fait, c'est en art-thérapie analytique, on dessine sans regarder. À l'aveugle. Et en fait, À l'aveugle. oui, et on choisit aussi les couleurs à l'aveugle. Donc, ça veut dire on n'a pas vraiment la main sur ce qu'on dessine. Et là, c'est la notion du féminin masculin. Donc ça permet, vous voyez, le féminin, ça va plus être l'amour de soi, et le masculin, ça va plus être la notion d'agir, comment j'agis. Et en fait, quand on analyse ces dessins-là, donc là, par contre, c'est pas à faire tout seul, bien sûr. Non. Enfin, sans notion d'art-thérapie, on peut pas le faire tout seul. Mais en fait, on peut se rendre compte l'équilibre qu'il y a entre le masculin et le féminin. Et se rendre compte si on est trop dans le sensible et pas assez, s'il y a un manque d'équilibre entre les deux. Donc c'est là qu'on peut aller rechercher aussi, si on se rend compte que le masculin, il est un peu effacé et tout, bah c'est là qu'on se rend compte qu'on a peut-être un manque de confiance en soi aussi, quoi. Peut t'interrompre, Laetitia? Oui, bien Pour, sûr. pour rebondir justement sur moi mon dessin bon voilà évidemment quand on est en formation on fait un peu sa thérapie donc là on voit que celui de Laetitia il est un peu enfin c'est assez égal l'un et l'autre là, sur celui que tu viens de nous montrer au niveau et moi on m'a toujours dit que j'avais un côté masculin hyper développé et en fait quand je l'ai fait voilà ce que ça a donné, c'est-à-dire que mon côté féminin est beaucoup plus développé que le côté masculin. Et je pense que beaucoup de gens ont été très étonnés de ce dessin finalement, hein, parce qu'on a la femme ici, qui est avec une très grande tête, voilà, et l'homme qui est réduit presque à néant. Bon, finalement, c'était un peu ma façon de penser quand quand j'ai commencé la formation. Mais voilà, donc là, ça, c'est venu mettre en lumière des choses aussi que certaines personnes ne pensaient pas voir en moi. Mais Et là, la femme est surpuissante par rapport à l'homme. Voilà.
Donc j'interromps, je reviens à ma tête. Hop, voilà pour l'exemple. Oui, en fait, il y a un travail d'interprétation qui demande un savoir-faire que c'est voilà, que monsieur tout le monde ne saurait pas faire. Dans C'est les ça. ratios, parce que je vois que même les images en relation avec les unes par rapport aux autres. Donc, c'est pas juste les images prises à part, c'est tout un contexte voilà, il y a plein de notions à regarder. En plus, là, vous n'avez même pas encore abordé les couleurs. Donc, j'imagine que vraiment, il faut quelqu'un, en tout cas, il faut quelqu'un qui s'y connaisse. Par contre, euh, je reviens quand même sur faire seul. C'est-à-dire que c'est un peu comme les exercices de sophrologie. Après, quand on a des techniques, on peut le refaire seul chez Oui. soi. Par exemple, voilà, je reprends les livres de coloriage. C'est compliqué en fait de faire connaître l'art-thérapie puisque les livres de coloriage qu'on trouve en magasin là depuis quelque temps mettent le mot art-thérapie Oui. sur leurs livres de coloriage. Pour moi, oui, c'est une part de l'art-thérapie puisque quand on est capable, quand on revient à soi pour faire un coloriage, qu'on est dans l'instant présent, tout ça, c'est sûr que qu'on vient nourrir l'amour de soi, par exemple, et qu'on fait, donc on reprend confiance quand on trouve des nouvelles couleurs, des nouvelles que c'est harmonieux, bah forcément, on va retrouver toutes les notions d'art-thérapie seul. Donc on vient nourrir quand même. Mais après, si on veut être dans une démarche thérapeutique, là, c'est sûr qu'il faut être accompagné d'un thérapeute. Mais vous voyez, par exemple, je montre quelque chose que je fais plutôt en art-thérapie. Ma première façon de faire l'art-thérapie, on va dire au départ, sans analyser, c'est ça que je veux dire. Hop, je vous montre ça. Là, par exemple, quand on fait faire un tableau de ce genre-là à une personne, c'est-à-dire que dans un tableau comme ça, tout simple, enfin tout simple. Je dis simple parce que là, ça vous paraît peut-être compliqué, mais en fait, c'est une technique très très simple et puis vraiment abordable pour tous. Et c'est ça qui est bien aussi avec l'art-thérapie, comme dans la sophrologie d'ailleurs, hein, c'est que finalement, ça s'adapte toujours à la personne et aux capacités de la personne. Et l'idée, c'est pas aller de la mettre en échec, c'est de la mettre dans une position positive. Et donc là, par exemple, la technique est très simple et permet en fait aux gens de d'apprendre un savoir-faire. Donc là, on est dans la confiance. C'est avec de l'encre ou de l'aquarelle. Là, c'est de l'aquarelle. Donc, quand on vient jouer avec l'eau, les pigments, tout ça, bah, ça vient nourrir nos ressentis. Donc, du coup, on est plus dans la notion d'amour de soi. Et ensuite, quand on a le résultat, quand on l'élabore, qu'on le projette dans tout le processus qui se passe autour de ce tableau, jusqu'au final et à la production finale, bah déjà on peut s'affirmer aussi en se disant bah est-ce que ça me plaît ce que j'ai fait, est-ce que je me suis sentie capable, donc on s'affirme et quand on le montre aux autres, et ben là ça permet aussi, hop là, je suis tombée. Ça permet aussi d'avoir de l'affirmation parce que si une personne nous dit ah ouais j'aime pas trop les couleurs et tout ça et que nous on est capable de dire ah oui mais j'ai adoré faire ça et puis j'adore la technique de l'aquarelle et puis j'ai trouvé ça super de la technique utilisée et puis je trouve que moi le résultat me convient, bah là on a nourri les trois en fait, les trois notions. Et c'est un peu ce qui se passe quand on fait un peu tout en art-thérapie, hein. Ce que tu peux apporter aussi, RL, de ce que j'ai vu en institution, c'est pareil, quoi. On met les gens dans des ressentis, dans un savoir-faire, dans de l'action, ensuite il y a un résultat où on pense quelque chose, quoi. Oui. Où on affirme son goût. Ah ouais. Et voilà. Laetitia parlait de ce que je pouvais apporter en institution. Il faut savoir que moi, il m'arrive là assez régulièrement de travailler en art-thérapie, de faire des ateliers en EHPAD. Et des personnes âgées qui, à première vue, ne sont pas capables
parce que elles sont toutes tordues, parce que certaines sont même aveugles. Enfin voilà. Et finalement, eh bien avec leur volonté et puis l'appui de moi en tant qu'art thérapeute, mais j'oublie pas les soignants à côté qui sont hyper présents et utiles là pour les aider. Euh, Ils arrivent à faire quelque chose. Alors, on va dire plus ou moins beau, mais en fait, c'est toujours beau parce qu'ils sont tellement heureux d'avoir pu aboutir un travail. Et souvent, bah, évidemment, on vient mettre de la couleur, hein, c'est important pour eux. Et là, l'estime d'eux-mêmes, voilà, se redore, quoi. C'est extra. Avec un simple exercice comme ce que tu leur fais faire, ben, ils arrivent à reprendre confiance en eux, à s'affirmer et à s'aimer Oui, en même temps. tout à fait. Mm. Et c'est ouais, c'est ce qu'on voit aussi en psychiatrie, que ce soit en hôpital de jour ou en clinique. Bah souvent, c'est des personnes qui ont perdu bah, toute estime d'eux-mêmes hein, déjà, et aussi l'élan. Ils ont perdu cet élan en fait de vivre des choses, de faire des choses. Et, et en fait, D'explorer. quand on les met face à l'art, bah, au début c'est un peu compliqué, et puis bah parce que le mot art déjà ça fait peur. Mais quand on leur donne des choses simples à faire, de quoi faire de belles choses avec des techniques simples et adaptées, et ben c'est là qu'on leur permet d'aller retrouver, retoucher des choses à l'intérieur, retoucher des capacités. Et les capacités deviennent, au fil des séances, deviennent des compétences. Parce qu'en fait, parfois, en psychiatrie, quand on y est tous les jours, quand on fait des ateliers tous les jours et qu'une personne vient tous les jours en atelier de groupe, parce que mine de rien, les groupes finalement c'est très individualisé, hein, on individualise quand même pour chaque personne. Et en fait, ben finalement, petit à petit, au fil des séances, elle retrouve des capacités qui deviennent parfois des compétences. Et là, on vient retoucher bah, toutes les notions d'estime de soi, quoi. Et du coup, c'est là que c'est aussi complémentaire avec la sophrologie parce que vraiment ces deux approches sont vraiment complémentaires, comme avec l'hypnothérapie, euh, parce qu'en fait, on vient toucher des choses différentes, mais chez la personne, quand en sophro et en art-thérapie, mais finalement, tout se rejoint, quoi, au final. Tout à fait. Mm. La notion de pluridisciplinarité dont on parlait en introduction, finalement, Tout à fait. toutes les disciplines ont une perspective, une façon d'approcher l'inconscient ou le conscient, mais l'objectif est toujours le même, c'est d'aller jouer sur les leviers qu'il faut pour que la personne guérisse ou bien que la personne se développe. Mm. Et ce que je peux voir surtout, c'est que pour certaines personnes, parce que c'est surtout ça, on n'a pas tous les mêmes affinités. Il y a des gens, par exemple, qui sont pas dans la visualisation, qui ont des difficultés à visualiser. Donc, tout ce qui est concret comme la thérapie, ça leur parle. Tout à fait. Mm. Il y a C'est des gens ça. qui, Mais après, c'est vrai que la sophrologie, bah, il y a quand même cette notion de respiration aussi qui est. Enfin, moi, je fais pas du tout de sophrologie, hein. Mais justement, c'est là que je trouve que c'est complémentaire parce que parfois, en art-thérapie, et ben, c'est vrai que souvent, moi, je dis aux gens, eh oh, n'oubliez pas de respirer, parce que parfois, ils sont tellement investis dans leur pratique que bah, il y a parfois la respiration qui se bloque Et c'est ça. parce qu'ils sont dans une recherche spécifique. Et c'est là que aussi avec, enfin, je sais pas, du coup, là, c'est toi qui peux en parler, RL, hein. Mais en fait, dans notre vie actuelle, on oublie beaucoup de respirer, je pense. En fait, ben, pour en revenir à la question qu'on avait tout à l'heure concernant le fait de faire les deux en séance, moi pour le coup ça devient naturel, mais quand j'ai des personnes effectivement qui se bloquent en art thérapie, qui respirent pas, et les enfants aussi, hein, souvent qui sont dans leur truc et puis ils respirent plus, et ben là je vais pas leur faire une véritable sophronisation telle qu'on les connaît, mais je vais leur dire allez on inspire par le nez, on expire par la bouche, on gonfle le ventre. Donc tout ça amène effectivement à utiliser la sophrologie malgré tout en art thérapie et surtout alors il y avait juste un petit truc que je voulais rajouter concernant la sophro parce qu'on l'a laissé un petit peu de côté.
Il y a des exercices que moi je pratique, qui sont pas forcément pratiqués par tout le monde, concernant les chakras. En sophrologie avec des visualisations de nos chakras et pendant l'exercice on va faire s'exprimer le patient par un son à la fin et notamment pour l'affirmation, l'estime de soi, la confiance en soi, etc. Déjà le fait de sortir ce son alors que normalement on est plutôt passif quand on est sauf quand on est dans les exercices de mouvement, mais voilà, mais normalement on sort pas la voix quand on est patient. Là il faut sortir cette voix, donc on est certes qu'avec le thérapeute, mais on n'a pas toujours la confiance en nous pour sortir cette voix. Et là, ça demande un travail déjà pour en soi de le faire. Donc sortir, par exemple pour le chakra laryngé, c'est le A qui doit sortir, le A. Donc certains vont le faire ah, d'autres vont le faire ah, d'autres vont le faire ah, voilà. Mais il faut que ce soit long parce il y a une musique derrière qui accompagne. Et donc là, on sent de temps en temps qu'il y a des sourires qui arrivent ou des crispations. Et à force de faire cet exercice, eh bien, en fait, le chakra va s'ouvrir et la communication va pouvoir arriver. Voilà. Ah, magnifique, magnifique. Et Euh, du coup aussi, Erel, dans la sophrologie, est-ce que le fait que justement de revenir tout le temps à respirer, revenir tout le temps au corps et tout, du coup, ça améliore aussi, je pense, la Estime. posture qu'on a vis-à-vis de soi-même, puis qu'on montre aux autres et tout ça, peut-être, je sais pas. La posture va changer aussi. Selon ta Oui. respiration, soit tu arrives pas à respirer et tu te mets comme ça, soit tu t'ouvres et paf, là tu retrouves effectivement ta posture physique, la posture physique qu'on devrait tous avoir, c'est-à-dire être quand même bien quoi et ancré. Donc oui, ça améliore. Là on est plus content quand on descend là depuis tout à l'heure, plus ça va plus on descend. Oui, parce que le portable est en bas. c'est parce que quand je vous entends parler, je me dis, ah là là, ma posture, il faut que je la retravaille. Parce qu'en plus, tu sais, quand tu travailles sur PC, c'était tout le temps comme ça. Quand tu es sur l'ordinateur et tout, tout est fait pour te fonctionner. Quand tu es en train d'écrire, tu es comme ça. Donc, c'est pas comme ça quand tu écris. Et, euh, et comment, désolée, je pose quelques questions parce que du coup, je trouve que c'est important, mais euh, comment, du coup, l'amour de soi par rapport à la sophrologie? Alors déjà, les exercices de base en ramenant le corps à la respiration, c'est hyper important puisque on se recentre sur soi, on reprend son corps en main. Donc voilà, on est nous-mêmes et en fait on a tendance à s'oublier. On commence quand même par une sophronisation de base, appelée aussi grande détente, en, en visualisant ses cheveux et le poids que les cheveux peuvent porter sur le crâne. Mais déjà rien que ça nous remet un certain amour de soi-même et une confiance en nous. Et le fait de s'accepter aussi tel qu'on est. Il y a des exercices sur la forme du corps, donc accepter son corps dans sa forme globale. Les respirations qui viennent ouvrir, comme je disais tout à l'heure, tout ce qui est en rapport avec les poumons, la cage thoracique, c'est hyper important puisque c'est l'amour qui est là. Donc voilà. Et ensuite, toutes les visualisations, les exercices de visualisation, on a l'arbre. Ça, c'est un exercice extraordinaire où on Ouais. rentre dans l'arbre, où on est l'arbre, où on s'élargit, où on est dans les branches, on va jusqu'au ciel, mais on s'enracine aussi. J'en ai des frissons quand je parle parce que cet exercice-là, il est juste magnifique. Il y a les exercices sur l'ombre et la lumière. On parlait de dualité tout à l'heure. Donc, on ramène le patient à savoir quelles sont ses qualités et quelles sont ses qualités inversées qu'on ne va pas appeler défauts, du coup. Et après, donc tout ça, c'est un travail déjà en amont qu'on fait avec le patient. Et après, on va prendre la qualité inversée qui va, on va dire, le plus le choquer, puisque c'est ce qui va être à travailler finalement. Et dans dans la sophronisation,
on va ramener ces deux qualités, la qualité inversée et la qualité, pour en faire quelque chose d'unifié, de plus doux, de plus rond, pour pouvoir l'accepter et continuer à vivre avec, à l'accueillir et surtout à reprendre confiance en soi. C'est voilà, ce sont des exercices qui peuvent tout à fait aider pour l'estime. Et il y a autre chose aussi que j'ai entendu, hein, puisque j'étais en formation avec toi. Euh, Comment dire? En art-thérapie, par exemple, on peut travailler aussi, on fait que ça, enfin, en art-thérapie analytique, on travaille beaucoup justement les pensées qui nous ont apporté des croyances et des comportements Oui. de l'enfance. Et il me semble qu'en sophrologie, on peut travailler ça aussi sur un peu les parents, tout ça, un peu tout Oui, ce alors, qui nous a été. il y a ce qu'on appelle le bilan parental, mais alors là, on rentre vraiment en thérapie, quoi. Là, on est sur l'analyse et c'est un moment qui est très lourd. Pour Mm. l'avoir vécu, moi, en formation, hein, c'est exactement la même chose que ce qu'on fait aux patients. Il faut avoir les reins solides parce qu'il y a des choses qui peuvent remonter, qui vont être en fait nécessaires pour pouvoir avancer. Mais on vient toucher des choses que l'inconscient avait oubliées. Et, euh, et si on n'est pas prêt sur le moment, il faut vraiment être hyper bien accompagné. Alors par son thérapeute évidemment, je suis là, mais aussi peut-être par d'autres personnes. Hein. Faut pas se lancer tout seul dans cette aventure là. Mais oui, Ça, du coup, ça vient aussi faire prendre conscience, je pense, du manque d'estime qu'on peut avoir par rapport on vient à se dé- notre environnement oui, familial, on quoi. vient se détacher de nos croyances de l'enfance. De notre enfant intérieur aussi qui nous parle beaucoup. Donc on vient se détacher de tout ça et on va reprendre notre place, la nôtre, pas celle du parent ou du grand-parent, parce que dans le bilan parental c'est un petit peu tout le monde. Hein. Donc voilà, et c'est hyper riche, très long aussi, mais il y a besoin de cette durée dans le temps pour pouvoir digérer toutes les informations et les conscientiser et les accueillir, Mm. les accepter et les aimer. Parce qu'après, il y a souvent un gros travail de pardon à faire en plus. Mais celui-là, je crois que c'est l'histoire de notre vie. Donc, Ça, c'est l'histoire, ouais, c'est l'histoire, c'est le point. Mais par contre, il y a un point que tu as dit là qui pour moi est essentiel en fait, justement dans ces notions, la notion d'estime de soi. Et ça, je m'en rends compte de plus en plus. C'est qu'en fait, quand on grandit, on perd un peu notre enfant intérieur. oui. Et, et aujourd'hui, je trouve que ce que je retrouve beaucoup dans mes accompagnements en termes d'estime de soi, justement, c'est que il faudrait qu'on retrouve toute cette créativité et tout ce qui nous ramène un peu à notre enfant intérieur. Euh, et justement, je suis en train, moi, de voir pour créer des espèces d'ateliers, programmes, enfin, je sais pas encore comment appeler ça. Euh, Forcément, il y aura mon regard thérapeutique, mais je trouve aussi de montrer aux gens comment trouver leur créativité. Parce que pour moi, la créativité, c'est quand même dans notre quotidien. Oui. Et justement, tant qu'on ne la touche plus, au moment où on ne la touche plus du doigt, eh ben, on ne trouve plus l'amour de soi, on ne trouve plus la Donc, confiance, l'affirmation. Alors d'accord. que quand on va nourrir cette créativité, je pense qu'on nourrit ça aussi. Surtout que la créativité, c'est quand même aussi l'histoire de notre vie, hein, qui crée. C'est bien l'être humain, la maman avec son bébé, voilà. Et là aussi, en sophrologie, donc dans les chakras, on a quand même ce chakra orange là, le chakra sacré, où on peut venir le travailler, pareil avec des sons, etc. Donc là, sur de la visualisation. Et les deux sont tout à fait complémentaires entre l'art-thérapie et la sophro, et cet exercice-là notamment, parce qu'on vient se reconnecter à la créativité. Alors, il m'arrive souvent, la couleur orange, hein, et on le sait presque tous, est liée à la créativité, à la maternité, notamment parce que ce chakra est orange, normalement, si on arrive à le voir.
Mais, euh, souvent en art-thérapie, quand le orange arrive et que j'ai des femmes, je leur dis créativité, je leur dis maternité, et souvent ah mais t'es tout le temps en train de me parler de maternité. Mais la maternité c'est la créativité en fait. C'est pas voilà, ça peut être je crée une entreprise, ça peut être je crée quelque chose, pas forcément un enfant quoi. Et effectivement, je suis tout à fait en phase avec toi. La créativité t'amène à cette confiance et puis à cette estime de toi-même quoi. Hein. Donc et ça, On Clairement, c'est parce retrouve, que ça te permet de t'autoriser déjà à explorer l'inconnu. C'est quelque chose oui, qu'on perd avec le temps. Globalement, plus tu grandis, plus on t'apprend à rester dans un cadre déjà balisé, que ce ça. soit dans le professionnel, le couple. La créativité, en tout cas, exprimer ta créativité, c'est te laisser, te donner, t'autoriser à aller dans des chantiers qui ne sont pas encore battus d'être à l'aise, d'être à l'aise avec le fait que tu sais pas ce qui va arriver et de pas paniquer parce que on est déjà tellement rattaché aux objectifs, tellement on veut connaître la fin, le chemin avant de faire quoi que ce soit. Il y a deux notions que vous avez abordées que, est-ce qu'on peut les définir? C'est chakra et enfant intérieur parce que ceux qui nous écoutent sont pas forcément des thérapeutes. alors alors moi je vais pas parler des chakras. Oui, D'ailleurs, on va en discuter toutes les deux parce que c'est lourd. Les chakras. Donc on a bon ça c'est souvent lié à la médecine chinoise quand même. Hein, faut quand même ramener ce qui leur appartient. On a des points d'énergie en tant qu'être humain et en tant qu'animaux aussi d'ailleurs et puis peut-être les plantes également. Donc on a sept chakras donc au niveau du périnée le premier qui est le chakra racine. Ensuite on remonte chakra sacré, on a le plexus solaire, on a le chakra du cœur, le laryngé, le troisième œil qui est ici, donc l'intuition, et puis le coronal concernant la spiritualité. Ce sont des points d'énergie hyper importants. On dit certaines fois qu'ils peuvent ne pas être alignés ou qui peuvent ne pas tourner comme il faudrait, qui sont en arrêt. Bon, moi je suis pas sûre qu'ils soient en arrêt, mais en tout cas voilà que ça dysfonctionne un petit peu et on peut les réaligner. Donc ça peut être en art thérapie. On a des exercices en art thérapie. Donc Laetitia comme moi, ce sont des exercices qu'on pratique et après voilà donc toujours à l'aveugle et ensuite on vient refaire. Ah bah tu l'as là? ouais, je suis en train d'essayer de mettre. On a un peu dépassé l'heure, mais c'est pas grave. Hein. Je vois ça. Vous faites le show là. En fait, le vrai live va commencer après, quand on a commencé à montrer la dessins, quoi. C'était le vrai live. Avant, c'était l'échauffement. Non, mais en fait, tu peux nous garder toute l'après-midi parce Ah, qu'on est tellement passionnés. bon, c'est On intéressant. pourra. Après, c'est intéressant. C'est ça qui est bien. Après, on partagera, on coupera des segments. Donc, c'est pas, Donc, Alors, j'ai pas l'exercice de départ. J'ai que l'exercice de fin. attends, J'ai pas là dans ma petite pochette, j'ai pas. je l'ai, j'en ai pour une seconde. Tac, tac, tac. Ah, ça, exercice de départ. Donc, l'exercice de départ, celui à l'aveugle, là, on est d'accord, Laetitia? Oui. Donc voilà. Donc en fait là on a on avait mes chakras à l'époque, donc ils sont pas du tout le chakra racine ça va à peu près parce qu'il est marron, mais normalement il est rouge. Voilà. Et après voilà ça monte, mais là on voit bien que il y a un certain alignement, mais bon ça devrait être un peu plus dans le milieu et puis beaucoup plus resserré. Donc ça c'est le premier exercice de départ. Donc après on vient parler un petit peu à ses chakras. Et puis, Laetitia montre le deuxième, ouais. où là, on vient réaligner, mais évidemment, pas à l'aveugle. Hein. Celui-ci, on le fait vraiment de manière, En conscience. avec les yeux ouverts et puis vraiment pour se recentrer. Ok. Hop. Ça, c'est magnifique. Et en fait, cet exercice des chakras permet de venir voir aussi ce qui dysfonctionne un petit peu au niveau dans notre vie en fait. Mhm. Quelqu'un où on voit que ça dysfonctionne ici, on sait d'emblée que c'est quelqu'un qui a un petit problème de communication
soit passagers, soit de longue date. Mais c'est vrai que du coup, c'est là qu'on dit ça à la personne, bah, la personne met ça en conscience que oui, j'ai un problème de communication, effectivement, ou j'ai eu des problèmes de communication, ou j'ai un problème de thyroïde. Parfois, ça peut toucher aussi, ça peut soulever parfois les problèmes physiques de la personne aussi. Voilà, et c'est là aussi qu'on peut dire à la personne, vous pourriez travailler ça, vous pourriez, par exemple, quelqu'un qui a un chakra racine, voilà, selon la couleur qu'elle a utilisée, on peut lui donner les conseils en fait pour Des aller travailler. ouais, des outils, des clés, ouais. Ah, Et souvent, enfin, moi je sais que je fais un petit peu de magnétisme aussi, mais souvent si je fais une séance de magnétisme au départ, et ben souvent je vais venir faire cet exercice-là parce il donne énormément d'informations pour moi et pour la personne en fait, pour qu'elle apprenne pour qu'elle sache où elle en est aujourd'hui et je fais pas forcément la deuxième partie, mais la première, ouais. Ouais. nickel. C'est quoi le magnétisme, s'il vous plaît? Pour, C'est se servir de l'énergie, c'est L'énergie pas du mon énergie, hein, c'est c'est l'énergie en fait de guérison. Moi, j'appelle ça l'énergie de guérison universelle. Euh, Merci à mon petit formateur d'ailleurs, Emmanuel. Et, euh, et en fait, elle passe par moi, en fait, par mes mains pour venir guérir certains maux, pas tout, parce que je peux pas aller toucher à tout, mais souvent, moi, c'est une histoire de rééquilibrer, par exemple, quelqu'un qui a des migraines ophtalmiques. Je lui fais faire, par exemple, l'histoire des chakras. Déjà, ça me donne plein de choses. Et après, je viens juste jouer tu avec viens les énergies, harmoniser, hein. en fait, tu viens harmoniser là où il faut. C'est ça. Et l'enfant intérieur, alors? Ah, par contre, l'enfant, on ne va pas en parler. Il faut, on peut se faire un thème 2 sur l'enfant intérieur. Ah, on peut faire ça, On ouais. peut, parce que Mm. là, on a décidé que, on a vu, hier encore, je préparais un nouveau live là, sur la dépendance affective. C'est un sujet très, très long et finalement, on a vu que, mieux vaut, parce que les gens, en 2 heures, c'est beaucoup mieux vaut aborder des thèmes en faisant introduction en 45 minutes, 1 heure. Et peut-être une fois par mois, on revient sur le même thème. C'est plus dynamique et les gens ont l'information, en fait. Mm. Dans l'enfant intérieur, on peut en parler dans un second step. Comment est-ce que la thérapie et la sophro peuvent Ouais, aider? très bien. Et puis voilà. Mais là, on va arrêter parce que il y a déjà pas mal de temps que ce soit écoulé. On te l'avait dit, on te l'avait dit. Je sais, mais je On sais t'avait déjà, prévenu, hein. il y avait la passion et c'est bien. Mais bon, c'est pour ça que j'arrête là parce que si si on se lance sur l'enfant intérieur, on est parti pour encore 30 minutes là. Donc, Ah non, mais on va jusqu'à 22 heures, hein, si tu nous ouais, lances sur non. des... Euh, Mais c'est bien, on ressent beaucoup de passion. C'est ça qui sort de là et c'est ce qu'on veut transmettre. C'est beaucoup de passion. Il y a beaucoup de personnes qui ont oublié, en tout cas, qui sont tellement détachées de leur créativité, leur passion que c'est pas envie, c'est pas on parlait tout à l'heure d'amour de soi, c'est exactement ça. C'est pas juste une idée de l'esprit. Ça se voit dans la vidéo. Quand elle est réelle, tu dis que t'as pas pour la première étape, mais le réflexe, c'est qu'elle se lève, là, elle se lève, ça lui suffisait pas qu'il se lève pour aller chercher, pour fuir dans ses notes. Et, Ah bah l'élan est là, hein. toi, tu es là pendant qu'elle parle de chacun, tu es en train de sortir tes fiches pour mettre derrière le téléphone pour les aligner et tout. Je pense que, bon, Après, Erel et moi, c'est vrai on s'est bien trouvés parce que du coup, on a la même vision du soin, je pense. On a la même vision de la thérapie. On a la même vision des gens, d'ailleurs. J'ai l'impression aussi de l'être humain, quoi, je veux dire. Et du coup, je pense qu'on a sensiblement la même façon de travailler. Je pense aussi. Je dis sensiblement parce que j'ai une autre pratique. Voilà, mais je me rends compte que RL, sans avoir fait cette pratique-là en formation, quoi, on va dire, je vois dans ce que quand on discute, je vois que tu utilises aussi des notions similaires. Donc je vois qu'on travaille de la même façon. Je Donc comprends. forcément, comme on est passionné, on peut discuter.
Et donc, je sais ce qu'elle a besoin quand elle parle d'un truc, je sais où elle veut en venir déjà, en fait. Donc, Nickel. Ouais, ouais. et Ok, bon, en tout voilà. cas, c'est bien d'être arrivé là. Je vais un peu résumer parce que on a beaucoup parlé. On a vu que ben, l'estime de soi, c'était l'interaction de trois composantes. L'amour de soi, s'accepter globalement, ses défauts, ses qualités, confiance en soi, voilà, se projeter dans le fait de faire quelque chose, et l'affirmation de soi qui était le fait d'exprimer ses besoins, quel que soit le contexte. Ben, on a vu que ça pouvait provenir de pas mal de paramètres, l'éducation parentale, l'éducation scolaire, l'environnement, et que tout événement peut influencer de façon négative ou positive, si on peut dire ça comme ça. Et ce que j'ai le plus aimé, c'est qu'on a vu qu'en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, quand on a des besoins et qu'on reste cloîtré, qu'on ne les écoute pas, on perd aussi en estime de soi. Et ça, c'était le cas de ton histoire. Ben, on a vu que ben, ça peut avoir pas mal de conséquences, que ce soit sur ben, déjà la relation à soi, de se dénigrer, de devenir perfectionniste, de pas forcément d'avoir ce faux self là, on cache qui on est, où on donne une image fausse de qui on est. Ça avait un impact aussi sur la relation aux autres. On fuit les conflits, on va pas être capable de négocier notre salaire, on va pas oser dire non. Voilà, on va se laisser manipuler, on sera soumis ou bien on sera dominant, faux dominant, ça dépend. Et après, ben, ça c'était pour les conséquences, on va dire, au niveau comportemental. Au niveau physique, on a vu que ça pouvait aller très loin. Et tout ce qui était stress, on peut somatiser certains trucs parce qu'on a accumulé plein de frustrations, on peut devenir violent, ça dépend, etc., etc. Et on a pris l'exemple de la dame qui voulait faire du sport et tout, il était dit non. Et ok, ça c'était pour les conséquences. Et ce qui, moi, j'ai retenu en tout ce cas, c'est que finalement, ça peut influer dans tout que ce soit, c'est partout en fait, relation de couple, relation professionnelle, relation parentale. On peut même limite rater sa profession juste parce qu'on n'a pas su s'affirmer par rapport aux parents quand on était au moment du choix. Donc, ça a Complètement. un impact énorme. Et puis, ben, du coup, en termes de solutions, on a vu que ben, la sopho et la thérapie pouvaient aider conjointement et même séparément. Qu'il y avait deux formes de sopho, une qui était plus ou moins, bon, je sais pas quel était le nom, c'était sopho cartésienne, voilà, qui jouait beaucoup plus sur le corps et la respiration, et une qui était plus holistique, que tu pratiques au TRL, qui jouait sur l'ensemble, qui prenait l'humain dans une globalité plus grande. On a vu que, ben, pareil, côté art thérapie, il y avait deux formes. Il y avait le côté analytique et le côté, je sais plus comment tu appelé ça. Euh, C'est un peu plus une approche globale, en fait, ok, aussi de l'être humain. ok. Ouais. Et du coup, avec l'art thérapie, en fait, c'est que tu vas, en fait, dans cette approche-là, tu vas aller, tu peux, à travers le dessin, voir comment l'inconscient s'exprime dans un premier temps, et surtout aller voir sur quel levier je peux venir renforcer les capacités. Voilà. Et ça, c'est ce que j'ai Ouais, retenu. Et que, voilà, avec l'approche analytique, tu permettais, c'était plutôt une analyse des couleurs, des choses comme ça, des formes, et puis pour interpréter. En termes d'exercice pratique, on a vu que, bon, déjà que la base, c'est que c'est mieux d'être accompagné par un thérapeute pour la partie interprétation, conscientisation de certaines choses. Et qu'il y avait l'exercice de l'aquarelle qu'on pouvait faire, la lettre à soi-même, s'écrire une lettre à soi-même, on pouvait mettre des extraits de magazines, des petits mots, des petits coloris. On pouvait même reprendre contact avec la matière. Tu as parlé de l'argile pour revenir dans le ressenti et pas forcément, et plus dans le mental, comme l'exemple de celui qui est venu là, qui avait plein de connaissances en art, mais voilà, qui devait revenir dans le ressenti, quoi. Quoi d'autre? Voilà, vous avez parlé, Erin a aussi beaucoup parlé d'exercices sur la respiration pour se calmer quand on dessine et qu'on se coupe pour se calmer. De pas mal d'exercices en sopho, que ce soit visualisation au niveau des cheveux, ou en tout cas pour lâcher un peu prise sur certains poids. On peut dire ça comme ça. Elle a parlé de pas mal de choses, l'exercice des ombres, et des qualités inversées, il fallait pas dire défaut. Des visualisations des arbres qui ont des racines et qui ont voilà, c'était même des grottes pour les enfants intérieurs et tout. Des affirmations, je crois, aussi.
Et surtout, ce qui m'a marqué, c'est la partie sur les chakras, parce que là, du coup, on rentrait dans le mot holistique purement, euh, et que on pouvait venir faire des sons particuliers pour venir voir comment on active un chakra ou pas, et voir, ça pouvait déjà donner une idée même de notre capacité à nous affirmer, ainsi de notre confiance en nous, et qu'on pouvait calibrer, etc. Euh, et puis voilà. Après, au niveau de la thérapie, j'ai vu qu'en fait, c'est pas au niveau de la combinaison, on pouvait combiner la thérapie avec un peu de magnétisme, ça c'est ce que toi tu fais quand c'est nécessaire. Et que avec la sophro, la combinaison se faisait plus ou moins en alternant des séances et pas nécessairement pendant la séance parce qu'il fallait pas perturber l'inconscient quand il s'exprime. Quoi d'autre? Et puis c'est tout. C'est pas mal. Ouais. Bon. Merci. Non, c'est pour résumer pour les autres en fait. Ça permet d'avoir un aperçu pour Chapeau. Chapeau. un aperçu assez court en fait. Donc, good. Merci. Je sais pas, Merci. est-ce que vous avez des ressources, des choses à recommander, des livres que tu parlais des livres là, Erel, est-ce qu'il y a des choses que les gens pourraient acheter comme bouquin pour en savoir plus ou bien pour s'initier à la thérapie ou à la sophro? Ben, moi, je trouve qu'en art-thérapie, déjà, on peut peut-être parler, Irel, du journal créatif. Ouais. Parce que du coup, là, c'est plus un outil où on utilise la créativité où là, on n'a pas besoin de thérapeute, en fait. Là, c'est vraiment s'exprimer, mais par des techniques artistiques, en fait. Par le collage, l'écriture, les mots, tout en fait, hein, on peut tout imaginer. Et du coup, il y a les livres d'Anne-Marie Jobin, qui a fondé l'école du jet d'encre, je crois, euh, qui initie en fait au journal créatif et dont beaucoup d'art thérapeutes en fait se servent en fait. Nous, enfin moi en tout cas, et plusieurs, je pense toi peut-être aussi, RL, dans l'art-thérapie, parfois on utilise des exercices de ces livres-là, mais du coup c'est des choses qui peuvent déjà être expérimentées seules, quoi. Okay. C'est pas forcément avec une art-thérapeute, quoi. Et sinon, en Non. art-thérapie, notamment sur Facebook, il y a Emily Hawkes, pardon, qui Qui utilise le journal créatif, des tutos justement. avec des exercices d'art-thérapie qu'on peut faire chez soi seul. Et Ouais. franchement, elle est trop mignonne en plus, donc enfin, faut regarder quoi. Et puis les exercices sont super sympas, donc. Okay. Ouais, elle est très, très douce et puis elle explique tout bien. Enfin, c'est un vrai moment de plaisir de suivre un tuto en fait. Ouais. Nickel. Ben, merci beaucoup à vous deux. Merci. Ben, merci. On sera bien content de revenir pour une nouvelle fois, Ben, avec plaisir. centré sur l'enfant intérieur. Et puis, d'ici là, je vous dis bonne journée. Merci. Oui, merci de nous avoir fait confiance. Merci à vous d'avoir partagé. Donc, Et puis, ouais, merci beaucoup. et à À très vite alors. À très vite, ça, j'en doute pas du tout. quelques mois. Voilà. À bientôt. Ciao. Au revoir. Salut.